En moins de 10 secondes, une explosion nucléaire peut détruire une ville entière. Mais savez-vous que la majorité des victimes ne meurent pas de l'explosion, mais du manque de préparation? Une attaque nucléaire génère 3 effets majeurs. Une onde de choc destructrice, une chaleur extrême provoquant brûlures et incendies, et une irradiation massive, immédiate et différée. Dans un environnement professionnel, cela représente un risque majeur pour les travailleurs exposés. Cela concerne particulièrement les zones industrielles et urbaines. Prenons le cas d'un site industriel. Après l'explosion, les travailleurs subissent des traumatismes liés à l'effondrement des structures, des brûlures thermiques sévères et une exposition aux radiations ionisantes. Sans plan d'urgence adapté, le taux de mortalité et de contamination secondaire augmente considérablement. En HSE, ce type de risque relève des situations à conséquences catastrophiques. L'analyse repose sur l'identification du danger lié au rayonnement ionisant et l'évaluation de l'exposition. La gestion repose sur les plans d'urgence et la culture sécurité. Les mesures essentielles sont disposer d'un plan d'urgence interne, former les travailleurs aux risques NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, et identifier des zones de confinement sécurisées en cas d'attaque. Se mettre immédiatement à l'abri dans un bâtiment fermé ou un sous-sol. Éviter toute exposition extérieure. Retirer les vêtements contaminés. Attendre les consignes des autorités. Face à un risque extrême, la prévention reste la meilleure protection. La préparation sauve des vies. Le protocole de survie, pour bien comprendre les gestes qui sauvent. Ces informations sont absolument cruciales. Dans un scénario pareil, c'est simple. Chaque seconde compte. En matière de sécurité, il y a 2 choses qui priment sur tout le reste. D'un côté, la prévention, pour essayer d'anticiper le risque, et de l'autre, la rapidité d'action au moment où l'alerte est donnée. C'est cet équilibre qui protège des vies. Alors, première étape, l'alerte nucléaire. On va se concentrer sur les tout premiers instants parce que vraiment, les réflexes qu'on a à ce moment précis, ils sont absolument fondamentaux. Ok, s'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. Trouver refuge et le faire immédiatement. Il ne s'agit pas de paniquer, non, mais plutôt de scanner son environnement en quelques secondes pour repérer le meilleur abri possible. C'est cette seule décision qui peut faire toute la différence. D'accord, mais qu'est-ce qu'un bon abri dans une situation pareille? Parce qu'attention, tous les refuges ne se valent pas, loin de là. Voyons un peu comment on identifie un endroit qui est vraiment sûr. La clé, en fait, c'est de penser en termes de niveau de protection. Un abri solide, c'est la priorité absolue. Idéalement, il faut chercher une structure en béton ou encore mieux un sous-sol. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est assez simple. La masse, l'épaisseur du béton et de la terre, c'est ce qui constitue le meilleur bouclier possible contre les radiations du début et les retombées radioactives qui suivent. Ok, on est à l'abri. Mais la bataille, elle n'est pas encore gagnée. Maintenant, il faut se protéger contre une menace invisible, mais bien réelle, les particules radioactives. On peut créer plusieurs barrières. D'abord, des vêtements épais, ça bloque déjà une partie des particules. Ensuite, protéger ses voies respiratoires, c'est vital. Un masque, un simple tissu, ça peut empêcher de les inhaler. Et bien sûr, il y a le facteur distance. Plus on est loin de la source de radiation, eh bien plus on est en sécurité. C'est logique. Là, on voit bien la différence, c'est flagrant. Le but du jeu, si on peut dire, c'est de mettre le plus de matière, le plus de distance possible entre soi et le danger à l'extérieur. Chaque couche de matière, chaque mur, chaque mètre de terre, tout ça, ça compte. Bon, le refuge est trouvé. La protection personnelle est en place. Quelle est l'étape suivante? C'est de transformer ce refuge en une sorte de forteresse temporaire. L'isolation, c'est primordial. Il faut tout fermer, portes et fenêtres, et si c'est possible, sceller les interstices pour empêcher les retombées de s'infiltrer. Ensuite vient la partie la plus difficile mais aussi la plus importante. Il faut attendre. Il faut savoir que les niveaux de radiation baissent de façon exponentielle avec le temps, surtout dans les 24 à 48 premières heures. C'est donc impératif de suivre les consignes des autorités, via une radio par exemple, et surtout, ne pas sortir avant d'avoir le feu vert. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à un pilier de la sécurité, la préparation. Avoir un kit d'urgence tout prêt, ce n'est pas juste une bonne idée, non, c'est une pure nécessité. Alors regardons ce kit d'un peu plus près. Il est organisé de manière très logique en 4 catégories. D'abord, la subsistance, de l'eau, de la nourriture, de quoi tenir. Ensuite, la protection, masque, gants, ce genre de choses. Puis, l'information, et ça c'est crucial, une radio à pile pour ne pas être coupé du monde. Et enfin, les essentiels, les papiers importants, bien protégés dans un sac étanche. Ce kit, en fait, c'est une véritable assurance vie. Finalement, toutes ces étapes, toutes ces listes, eh bien, tout ça converge vers une seule et même idée. Un principe fondamental qui est vraiment au cœur de toute démarche de sécurité.
Et cette idée, la voilà. La prévention et la préparation sont les meilleurs alliés. Cette phrase, elle résume absolument tout. Ce n'est pas juste un slogan, c'est vraiment la conclusion logique de n'importe quel protocole de sécurité. Anticiper le risque et s'y préparer activement, c'est tout simplement la stratégie la plus efficace qui soit. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui est essentielle. Parce qu'au-delà des gestes individuels, la résilience, c'est une affaire collective. La préparation, ça ne s'arrête pas au pas de notre porte. C'est une réflexion plus large que chaque communauté se doit de mener. Abonnez-vous pour plus de contenu HSE et sécurité au travail.